Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, nous sommes au 2e épisode de notre série Substance qui est proposée par nos 2 équipes cellules, donc la cellule intelligence économique d'IPC et le laboratoire de Clermont. Alors vous êtes très nombreux aujourd'hui. Merci de votre fidélité à nouveau. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois pour ce webinaire. Pour ces derniers, je voulais simplement vous préciser que nous organisons régulièrement des webinaires dans l'année. Et le prochain, qui aura lieu, toujours animé par notre même équipe, sera dédié aux métaux lourds et sera diffusé en direct le 19 septembre. Donc on va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez d'ores et déjà vous inscrire afin de ne pas rater cet épisode, ce 3e et dernier épisode de la série Substance. Si vous avez manqué le numéro 1 qui était dédié aux phtalates, eh bien on va vous mettre également le lien vers le replay. J'ai un petit message, donc je regarde. Tout est normal. Vous avez du son? C'est bon. Ok, excusez-moi pour ce petit interlude. Donc oui, on vous mettra le lien du replay sur l'épisode numéro 1. Également, on vous propose de vous inscrire à notre webzine mensuel qui vous permettra de retrouver toute l'actualité du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites. Le webinaire d'aujourd'hui est également est l'occasion de publier un livrable, un rapport de veille complet qui sera disponible donc prochainement sur la plateforme de veille d'IPC qui s'appelle Polymédia. Vous pourrez demander le lien pour accéder à cette plateforme qu'on va également vous mettre dans le chat. Vous pouvez télécharger la présentation d'aujourd'hui également dans les documents à télécharger et également notre brochure concernant les analyses laboratoires qui sont proposées au sein d'IPC et du laboratoire de Clermont notamment. Alors aujourd'hui, donc je remercie la cellule IE et le labo de Clermont avec Anne Balquet qui a organisé ce webinaire en partenariat avec Delphine Tissier et Colette Bresse, que je remercie toutes les 3 infiniment. Et pour faire plus court, je vais tout de suite laisser la parole à Anne qui va démarrer cette présentation. Voilà, donc je ferme mon micro et je me tais. Merci à vous 3. À tout à l'heure. Merci Frédéric. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on va démarrer par le 2e épisode de la série Substance sur le sujet des bisphénols. Donc, pour rappel, comme vient de l'expliquer Frédéric, ce webinaire fait l'objet pour partie d'un livrable qui sera publié sur la plateforme de veille d'ici la fermeture pour les congés d'été d'IPC, donc le 2 août. Voilà, Delphine, tu peux passer. Merci. Alors, nous allons traiter le sujet des bisphénols en 3 points. D'abord, les bisphénols et l'état des connaissances sur leurs dangers pour la santé et sur l'environnement. Un 2e point sur la réglementation sur les bisphénols, pardon, et un 3e sur les bisphénols dans les matières plastiques. Alors, la famille des bisphénols. Donc, les bisphénols sont des composés organiques utilisés principalement dans la fabrication des matières plastiques, aussi bien thermoplastiques que thermodurcissables, on va le voir. Donc, c'est un monomère pour les thermoplastiques ou ça peut être un additif également pour les thermodurcissables. On va le voir. Donc, cette famille des bisphénols est une grande famille
et avec un certain nombre de substances qui sont utilisées, plus ou moins dans la plasturgie, en tout cas, donc comme je l'ai dit, comme monomère pour la production de matières plastiques ou comme additifs. Parmi les principaux bisphénols eh bien, qui sont présentés ici, le premier, en tout cas, celui qui est le plus connu et le plus réglementé, c'est le bisphénol A. Donc sur cette présentation, vous avez également le bisphénol S qui est cité. Donc c'est pareil, un bisphénol qui est utilisé comme lui substitut du BPA, donc bisphénol A, dans de nombreuses applications également, toujours pour la production de matières plastiques, on va le voir, et puis pour d'autres usages également, on verra ça tout à l'heure. Le bisphénol S est toxique, mais considéré comme moins toxique que le bisphénol A. On peut aussi citer le bisphénol B, qui est de même un substitut du BPA, le bisphénol A, dans certains pays comme les États-Unis. Par contre, en Europe, il n'a pas été beaucoup utilisé, voire même pas du tout. Donc, on le retrouve dans les mêmes applications que le bisphénol A. Et également, son utilisation est réglementée comme le bisphénol S, on va le voir. Alors, d'autres bisphénols sont présentés ici, il y en a encore plein d'autres. Je peux parler du bisphénol C qui serait utilisé dans la synthèse de résine également, et le bisphénol F qui est utilisé aussi comme substitut du BPA, bisphénol A, et du BPS, bisphénol S, dans certaines applications. Voilà, donc en fait, plusieurs bisphénols. Le bisphénol A qui est le plus anciennement utilisé, d'autres bisphénols qui sont utilisés en substitut du bisphénol A parce qu'on a repéré assez vite qu'il était toxique. Et puis, de plus en plus, donc d'autres bisphénols qui sont synthétisés, mais qui posent aussi des problèmes, on va le voir. Alors, on peut passer à la slide suivante et on va parler ici du marché du bisphénol A, donc le plus utilisé. J'ai utilisé pour cette étude de marché du BPA l'étude du cabinet Mordor Intelligence, hein, qui est un cabinet indien. Il y a de nombreuses études de marché sur le BPA. Certaines se recoupent, hein, donc c'est le cas de celle des données qui sont présentées ici, qu'on pouvait retrouver dans d'autres études de marché. Donc pour le cabinet Mordor Intelligence, la taille du marché du bisphénol A va être de plus de 8 millions de tonnes en 2024 et ce cabinet considère qu'il devrait atteindre un tonnage de 11,23 millions d'ici 2029 grâce à une croissance d'un peu plus de 6,5% par an au cours de la période 2024-2029. Cette croissance devrait être stimulée d'une part par la demande au polycarbonate. Depuis 2022, d'ailleurs, on comptabilise plusieurs annonces de construction de nouvelles unités de production de polycarbonate. Donc, vous voyez citer des fabricants de BPA tels que Covestro ou Sabdic, ce sont aussi des producteurs de polycarbonate. Donc, notamment ces deux producteurs ont annoncé des constructions d'usines de production de polycarbonate. Alors, on peut citer par exemple Covestro qui a un projet en Thaïlande et qui a également inauguré en Belgique en début d'année 2024 une nouvelle ligne de production de polycarbonate. Il y a Sinopec également qui n'est pas cité ici sur la slide, mais qui a investi beaucoup et donc Sabdic, comme je le disais. La croissance du marché du bisphénol va aussi bénéficier de la croissance de la demande en résine époxy. Et puis également, un autre fait qui est noté, c'est le développement de bisphénols issus de ressources renouvelables, qui va porter la croissance du marché des bisphénols. Alors, par contre, eh bien, le marché est assujetti à des contraintes réglementaires croissantes, en particulier dans le domaine de l'industrie alimentaire.
et agroalimentaire. C'est ce que nous allons voir sur le chapitre de la réglementation. Le marché du bisphénol est un marché qui est partiellement consolidé. C'est ce que montrait la barre colorée du vert au rouge dans la slide précédente. Ça signifie que c'est un marché assez concentré, donc il y a peu d'acteurs qui contrôlent le marché. Donc là, les acteurs principaux sont représentés. Alors, on va passer, oui, à la slide. Non, pardon, je me mélange les pinceaux. Excuse-moi, Delphine, qui est aux commandes. Tu peux revenir sur la slide d'avant parce qu'en fait, je voulais aussi parler du petit camembert que vous avez en bas à droite de l'écran, puisque ça, ce sont les débouchés et les applications du bisphénol. Donc, globalement, en 2011, on retrouve dans des rapports publiés par l'ANSES que la production mondiale du bisphénol A est destinée pour 2 tiers à la production du polycarbonate et pour 1 tiers à la production de résine époxy. Donc là, vous voyez que sur ce graphique qui provient d'une autre étude de marché qui est celle de Technavio. Donc ça, c'est une étude de marché, c'est un cabinet américain. Donc, c'est un petit peu différent. On a globalement 40% du BPA qui est utilisé comme monomère pour la production de polycarbonate. On a environ à peu près autant de BPA 40% qui sert pour la production de résine thermodurcissable, donc principalement les époxys, et puis le reste, soit à peu près 20% aussi, donc pour toutes les autres applications qu'on va pouvoir citer maintenant avec la slide qui vient. Voilà, donc en ce qui concerne donc le bisphénol dans les pièces plastiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, le BPA est utilisé comme monomère pour la synthèse de polymères thermoplastiques. Donc on a parlé du polycarbonate, mais il y en a d'autres qui ont besoin du BPA. Donc on peut citer les polysulfones, on peut citer les polyéthérimides, donc les PEI, on peut citer également les polyarylates et puis les copolymères du polycarbonate. Et puis, donc vous les retrouvez évidemment représentés ici dans un certain nombre d'applications diverses et variées. Donc en ce qui concerne les thermoplastiques, on les trouve dans les biens de consommation tels que les petits appareils électroménagers, on va les retrouver dans tout ce qui est jouets, on va les retrouver, même si c'est réglementé, on va le voir aussi, on retrouve dans les pièces automobiles, on les retrouve dans les dispositifs médicaux, on les retrouve dans les emballages alimentaires, etc. Il y a d'autres applications qui sont bien sûr pas dans le domaine de la plasturgie, j'ai cité les papiers thermiques. Pour ce qui concerne la partie utilisation des bisphénols comme additifs ou réactifs pour la synthèse de polymères thermodurcissables, on a vu principalement ce sont les époxys. Donc les bisphénols sont utilisés comme durcisseurs et au final, il y a 95% des résines époxy qui sont produites à partir de bisphénol. Donc on utilise pour la production des époxys soit du bisphénol A ou du bisphénol F. Et ces résines époxy, on ne le voit pas ici, mais elles sont principalement utilisées dans les revêtements, les additifs et les composites. Et donc dans les revêtements, il s'agit principalement, on en a entendu parler, ce sont les revêtements intérieurs de boîtes de conserve, de canettes de boissons, etc. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on utilise du BPF au lieu du BPA, donc du bisphénol F à la place du BPA, bisphénol A, pour la production de résine époxy, on obtient des résines à plus basse viscosité, donc plus fluides. On a d'autres types de thermodurcissables qu'on produit avec le BPA ou les bisphénols, c'est les vinylesters notamment. Et puis donc, j'avais dit qu'il y avait 20% du BPA qui est utilisé dans d'autres applications. Donc, je vais citer en vrac les additifs pour la production de polyamide pour apporter notamment de la stabilité dimensionnelle.
On peut utiliser aussi les bisphénols pour produire des retardateurs de flamme. Il y en a notamment 3 qui utilisent le BPA. On va utiliser aussi du bisphénol comme réactif ou révélateur pour les papiers thermiques, je l'ai parlé. Ça peut être un agent oxydant dans le secteur automobile pour la production de pneus ou encore de fluides de freinage, par exemple. C'est un agent de traitement pour le resurfaçage du béton. On l'utilise dans les composants de fluides caloporteurs et de lubrifiants. Et puis, le BPA est utilisé aussi dans diverses applications, dans les composites pour les revêtements, les additifs, les décapsulants, etc. C'est un coformulant de fongicides. Qu'est-ce que je peux dire également? C'est utilisé dans les produits cosmétiques, hors en France, mais en tout cas, il y a des produits cosmétiques qui en contiennent, hein, les rouges à lèvres, le maquillage pour les visages, les yeux, le vernis à ongles. On en trouve encore dans l'industrie des peintures, dans les ciments dentaires également. Et puis, je ne l'ai pas cité, comme antioxydant dans le PVC ou comme agent inhibiteur de réaction pendant la phase de polymérisation du PVC. Voilà, donc par contre, je précise quand même que Plastic Europe, l'organisation professionnelle des producteurs de matières plastiques, a dit en 2011 que ces usages dans le PVC avaient été arrêtés en Europe depuis 2005. Bon, si on se fournit ailleurs qu'en Europe, eh bien, on peut en retrouver. Donc, tout ça fait au final que le BPA peut se retrouver et se retrouve dans des produits grand public encore en usage ou encore en usage, même si le BPA n'est plus utilisé, par exemple, pour le PVC. Donc, dans des produits qui sont encore en usage ou arrivés en fin de vie. On peut passer à la slide suivante. Donc, comme on l'a vu, le BPA se trouve dans une majorité de contenants, notamment dans des bouteilles, dans des intérieurs de boîtes de conserve, dans des tickets de caisse encore, même si il y a des interdictions, notamment les bisphénols sont aussi présents dans de nombreux autres produits qu'alimentaires, ce qui induit une exposition de la population au bisphénol. Donc, le schéma que je vous présente ici, il est extrait de la publication que vous voyez sur le côté gauche. Alors, pour information, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, toutes les sources qui sont utilisées sont accessibles sur cette présentation, soit avec des liens sur les images, c'est le cas ici, ou sur les références de la source. Donc, vous pourrez retrouver cette publication scientifique qui est en open access en cliquant donc sur l'image. L'image de la publication, hein, pas l'image de la présentant l'exposition de la population au bisphénol. Donc l'exposition au bisphénol peut avoir lieu par différents biais. On peut passer sur la slide suivante. Voilà. Et cette contamination, cette migration vers l'homme, elle se fait par voie cutanée, hein, par contact direct avec les objets, par inhalation, par voie orale, quand ça concerne évidemment par exemple des emballages alimentaires avec migration dans l'aliment. Et puis, ça peut aussi y avoir exposition au bisphénol par voie placentaire. Donc, de la même manière, j'ai utilisé la publication scientifique qui a été publiée au mois de juin, là, donc très récemment, pour faire une petite synthèse des effets toxiques sur les êtres humains du bisphénol ou des bisphénols, donc essentiellement le bisphénol A. Donc, les bisphénols induisent, comme vous pouvez le voir, des problèmes de neurotoxicité, c'est-à-dire qu'ils altèrent la structure cérébrale. Ils peuvent conduire à des déficits d'apprentissage et de mémorisation. Ils peuvent générer des risques de TDAH, des risques de troubles du
spectre autistique, etc. On a aussi des risques de toxicité pulmonaire avec des cancers du poumon, par exemple, toxicité cardiovasculaire avec des risques d'infarctus, d'hypertension, toxicité rénale avec donc des problèmes sur les reins, toxicité dans la sphère gastro-intestinale avec par exemple la maladie de Crohn qui est citée. On a également une toxicité hépatique, donc avec des effets sur les reins et puis et le foie. Et puis on a aussi des effets sur la reproduction chez la femme et chez l'homme. Donc sans rentrer plus avant dans les détails, puisque je vous renvoie sur cette publication scientifique, eh bien, je vous propose d'aller voir maintenant ce qui concerne la réglementation. Donc, pour connaître les propriétés des bisphénols et savoir si celui ou ceux qu'on utilise ou qu'on détecte est réglementé en Europe, eh bien, il y a une seule adresse à retenir, c'est le site de l'Agence européenne des produits chimiques, ou ECHA. Donc, notamment sur ce site, vous allez retrouver un certain nombre d'informations et en particulier une base de substances chimiques, celle qui est présentée ici, et qui permet d'accéder à toutes les connaissances et réglementations concernant chaque substance. Donc, c'est valable pour les bisphénols, c'est valable sur les phtalates, par exemple, c'est ce qu'on avait montré si vous l'avez suivi dans le cadre de notre précédent webinaire substance, donc le premier sur les phtalates. Donc, si vous n'avez, donc là aujourd'hui, je vais juste remontrer où se trouve cette slide avec un petit peu le mode d'emploi pour accéder aux informations concernant les substances. Mais si vous voulez plus de détails et un peu un mode opératoire, voire même une démonstration en ligne, eh bien, je vous renvoie sur le webinaire concernant les phtalates. Voilà, donc cette slide vous résume juste le mode opératoire donc pour accéder aux informations. Donc on va pouvoir passer à la slide suivante où je vous présente donc la procédure, le rappel de la procédure REACH et qu'on va retrouver également sur le site de l'ECHA pour connaître un petit peu où on en est pour les bisphénols. Donc, pour rappel, la procédure REACH, c'est d'abord une proposition proposition de mettre la substance en évaluation, soit par un État membre, soit par l'Union européenne, par le biais, par exemple, de l'Agence européenne des produits chimiques. Et puis ensuite, il y a une procédure qui vise, en cas de besoin, à inscrire, en fonction des résultats de l'évaluation, à inscrire donc les substances les plus dangereuses sur une liste candidate qui s'appelle qu'on appelle la liste SVHC. Si la substance est inscrite sur la liste SVHC, eh bien, on va pouvoir aussi proposer de l'inclure dans l'annexe 14, qui est l'annexe des substances soumises à autorisation. Et puis, dernière liste qui est intéressante à regarder, c'est la liste des restrictions et qui correspond à l'annexe 17, cette fois, du règlement REACH. Et donc, voilà un petit peu le schéma de la procédure. Concernant les bisphénols, voici l'état des lieux. Donc, l'ECHA a aujourd'hui évalué 148 bisphénols. Donc, on est dans la phase numéro 1 sur cette slide. Et les autorités ont estimé que 34 bisphénols pourraient devoir être restreints en vertu de la législation européenne sur les produits chimiques, donc en vertu de REACH, car ils peuvent interférer avec les systèmes hormonaux et affecter la reproduction. C'est ce qu'on vient de voir précédemment. Donc, à partir de cette décision, ces 34 bisphénols vont pouvoir être soit identifiés en tant que substances extrêmement préoccupantes, donc être inscrits dans la liste SVHC,
soit être aussi classé et enregistré avec dans le règlement CLP, donc qui vise à avoir une classification et un étiquetage harmonisé. Et puis, donc ça, c'est la première étape en somme. Et à partir de là, donc, il peut y avoir d'autres choses qui sont engagées. Et aujourd'hui, donc, au terme de l'évaluation des 148 bisphénols, donc 34 bisphénols qui pourraient devoir être restreints, et l'ECHA a également présenté 26 bisphénols qui ne sont pas à ce jour soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Ils ne sont pas non plus toxiques pour la reproduction, mais ce sont des données en l'état, c'est-à-dire à aujourd'hui, en l'état des évaluations. Donc ces bisphénols pourraient être réglementés dans les produits de consommation, mais il faut, car la plupart d'entre eux sont quand même des sensibilisants cutanés, mais par contre pour de nombreux bisphénols, il faut encore des informations supplémentaires pour pouvoir les classer comme potentiels perturbateurs endocriniens. Voilà, donc à aujourd'hui, voilà où on en est sur les bisphénols. Au-delà de ces premiers chiffres, on va pouvoir voir ça sur la slide suivante avec, dans un tableau, merci Delphine, donc à aujourd'hui, au 11 juillet 2024, donc on peut dire qu'il y a 3 bisphénols qui sont inscrits sur la liste des substances SVHC, donc le BPA bien sûr, le BPS et le BPB. Donc, ce sont des bisphénols qui ont des propriétés SVHC, donc qui sont indiqués ici, donc toxiques pour la reproduction, en ce qui concerne le BPA et le BPS, et puis les trois étant des perturbateurs endocriniens. Et donc, pour cette présentation, je vous ai indiqué sur les noms des bisphénols, vous voyez un lien. Ce lien vous ramène sur la fiche de la substance, donc du bisphénol, la fiche complète dans la base de l'ECHA. Et vous avez aussi un lien dans la colonne obligations réglementaires, et donc ce lien vous permet d'aller directement à la partie réglementation concernant ce bisphénol. Et vous retrouverez donc la liste des réglementations et les contraintes, donc tout ce qui concerne chacune de ces substances en suivant ces liens. Donc voilà pour la liste des substances SVHC. Il n'y a aucun bisphénol inscrit sur la liste d'autorisation, et il y a un bisphénol inscrit sur la liste des restrictions, c'est le BPA. De la même manière, en cliquant sur le lien, eh bien, vous allez voir quelles sont ces restrictions. Alors, au final, qu'est-ce que je pouvais vous dire encore sur ce sujet? Donc, notamment sur les restrictions, ça va concerner des choses dont on va pouvoir parler aussi. Eh bien, ce sont les restrictions notamment dans le domaine agroalimentaire, puisque aujourd'hui le BPA est restreint en tant que substance seule et dans les mélanges destinés à l'usage des consommateurs dans l'UE. Donc ça, c'est depuis mars 2018. Et puis, il peut être utilisé dans les matériaux en contact alimentaire à aujourd'hui. À aujourd'hui, je dis bien, on va en reparler, mais avec des quantités limitées. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Il est interdit dans les biberons dans toute l'Union européenne depuis 2011, dans les bouteilles en plastique et les emballages contenant des aliments pour bébés et enfants de moins de 3 ans depuis 2018. Et il y a aussi une règlement spécifique en ce qui concerne les jouets. Et ça, on va le voir tout de suite. Je te laisse la main maintenant, Delphine, pour rentrer un peu plus avant dans les détails. Non, pardon, je te laisse la main, Colette, pardon. Merci Anne. Alors, en fait, je fais juste une petite transition rapide pour vous parler d'un événement qui a eu lieu le 12 juin à Paris et qui nous a permis, avec ma collègue Catherine Collin, d'assister à un état d'avancement de travaux qui sont menés depuis 2019 dans le cadre de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Donc, comme vous l'a dit Anne,
dans la slide précédente, 3 bisphénols sont aujourd'hui considérés comme perturbateurs endocriniens et il est, à mon avis, assez intéressant de voir ce qui est mené comme travaux à l'échelon national, voire même européen. Donc, cette stratégie nationale, elle est copilotée par la Direction générale des risques et la Direction générale de la santé et elle permet de mettre en place un certain nombre de programmes et un certain nombre d'actions pour évaluer la dangerosité des perturbateurs endocriniens, pour évaluer également leur présence, l'exposition de la population, et puis pour donner des informations à la population et aux organismes d'État qui peuvent influencer la réglementation. Donc aujourd'hui, on en est à la 2e étape, hein, donc c'est le SNPE2 qui a fait l'objet d'un état d'avancement et c'est une composante d'un cadre plus général puisqu'il fait partie du 4e plan national santé-environnement. Donc derrière cette stratégie, on a aujourd'hui plus de 50 actions qui sont orientées autour de 3 axes. L'axe 1 qui est un axe de formation et d'information. L'objectif est de pouvoir établir des listes de perturbateurs endocriniens et une liste qui soit publique et partagée pour que l'ensemble et de la population et des instances publiques puissent avoir une référence et savoir exactement ce qu'il en retourne. C'est créer un site d'information qui soit là aussi pour le grand public, qui soit accessible à tout le monde. Et puis un poste qui est vraiment important, c'est pouvoir former les professionnels de santé, puisque comme l'a dit Anne tout à l'heure, on considère que la présence des bisphénols dans les dispositifs médicaux et l'ensemble un peu plus large des articles qui peuvent être utilisés par les professionnels de santé est importante. Et comme on le verra plus tard, l'exposition de la population est extrêmement importante. Donc, il est nécessaire de donner aux professionnels de santé des éléments qui vont leur permettre de faire des choix et d'éviter de provoquer des expositions un peu importantes. Le deuxième axe, c'est l'axe qui va concerner la protection et de l'environnement et de la population. Donc, l'objectif dans le cadre de cet axe, c'est de collecter des données à la fois sur le terrain, donc en faisant des mesures sur les animaux, sur la biodiversité, sur des dosages dans les rivières, sur des dosages à la proximité d'industriels, qui permettent justement de faire des cartographies et de voir quelle est la présence des bisphénols en fonction de la localisation. Et du coup, comment la population locale et comment l'environnement de ces zones peut être affecté. L'objectif sera évidemment de tenir compte de ces données pour pouvoir ensuite implémenter les réglementations sur les substances chimiques en général et plus particulièrement sur les perturbateurs endocriniens. Et un poste qui est également important, c'est que les industriels ne sont pas toujours conscients de la quantité de perturbateurs endocriniens qui est relarguée ou utilisée. Et l'objectif, c'est de pouvoir les inclure dans ces opérations pour à la fois les sensibiliser et les responsabiliser. Le troisième axe concerne l'amélioration des connaissances sur les perturbateurs endocriniens. Donc, comme vous l'a montré là également Anne, on a aujourd'hui de nombreuses informations sur l'impact des perturbateurs endocriniens sur l'ensemble des systèmes à la fois endocriniens, mais des systèmes plus larges, hein, que ce soit pour donc la partie hépatique, la partie rénale, la partie cardiaque et également d'une manière assez importante sur la partie reproductive. Donc l'idée, c'est de pouvoir là aussi connaître l'effet dose et de pouvoir justement prévenir ensuite grâce à une surveillance rapprochée des pathologies qui peuvent surgir. Donc, je vais simplement vous donner là sur la slide suivante quelques actions et quelques résultats qui ont été détaillés lors de cette journée. Donc, avec quelques organismes qui ont travaillé sur le sujet. Donc, l'ANSES qui a mené des travaux sur l'identification proprement dite des substances chimiques qui étaient potentiellement perturbateurs endocriniens pour pouvoir justement orienter les actions
sur l'information et sur la prévention. L'ANSES a également œuvré pour prioriser parmi ces substances celles qu'il fallait évaluer puisque toutes ne sont pas évaluées. Et puis, c'était aussi bien recenser la totalité des données existantes, qu'elles soient en France mais aussi au niveau européen, pour justement avoir une idée extrêmement précise des risques qui sont liés à l'utilisation de ces substances. L'objectif, c'est de pouvoir élaborer une liste chimique qui soit d'intérêt et qui soit vraiment, on va dire, justifiée par rapport à leur activité endocrinienne. Alors, néanmoins, on a eu quelques réserves puisque l'ANSES a évidemment émis le fait que des substances n'ont pas été évaluées, manque de temps, parce qu'il y en a de nombreuses, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la liste qui est établie, qui a été élaborée, avec les potentiellement justement perturbateurs endocriniens, certains ne sont pas vraiment évalués et le niveau de preuve est très variable. Donc, le niveau de preuve est variable dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a des potentiellement perturbateurs endocriniens qui, avec des données, pourront finalement être reclassés dans une classe moins dangereuse. Et à l'inverse, on a des substances qui aujourd'hui n'ont pas du tout d'évaluation et qui potentiellement peuvent devenir des perturbateurs endocriniens avérés. Donc, c'est vraiment une première liste qui permet justement de répondre à une demande ponctuelle à un instant T et elle est accessible et je vous ai mis le lien si vous voulez aller plus loin. Donc, le deuxième poste sur lequel je voulais aussi revenir, c'est des résultats qui ont été établis par l'INERIS, l'Office français de la biodiversité et Santé publique France, qui avait pour objectif de surveiller et l'environnement et la santé humaine. Donc là aussi, on a eu un certain nombre d'informations qui nous ont été livrées sur les impacts qui ont pu être notés sur l'environnement avec des travaux sur les poissons, par exemple. Je ne vais pas vous donner les résultats, ça serait fastidieux, mais là aussi, ils sont disponibles sur le portail technique de l'Office français de la biodiversité. Et puis, Santé publique France a mené un gros travail sur l'exposition de la population aux perturbateurs endocriniens. Et pour le cas des bisphénols, on a eu, hélas, on va dire, c'est pas vraiment un choc, mais on a confirmé ce qu'on pouvait déjà pressentir, c'est que près de 100% des participants qui ont été justement évalués en termes d'exposition présentent la présence de bisphénol et ont été exposés à ces composés. Alors que ce soit par des aliments préemballés, que ce soit par des conserves ou que ce soit par d'autres voies, mais principalement donc sur ces trois postes, on considère qu'aujourd'hui tout un chacun est en contact à un moment donné avec les bisphénols. Troisième point sur lequel je voulais revenir, c'était le point information. Et donc là, on a eu un retour de la DGCCRF et de la Direction de la prévention et de la promotion de la santé qui nous a donné des informations sur les contrôles qu'ils ont pu réaliser à la fois sur les substances qui sont aujourd'hui réglementées, donc avec des dosages par exemple de bisphénol sur des articles, principalement des articles d'emballage qui avaient été prélevés, qui nous ont montré des taux de présence qui étaient non conformes, mais également des contrôles qui ont pu être faits de manière un peu prospective sur des substances qui aujourd'hui sont un peu dans l'œil du cyclone et qui pourraient potentiellement présenter un vrai risque pour la santé des consommateurs. Et puis l'information a été également abordée par la DGCCRF et il y a eu vraiment on va dire un argument de taille, c'est de dire que l'information sur les perturbateurs endocriniens, elle se faisait également par la loi, puisque la loi AGEC, dans son article 13, indique qu'on doit dès à présent donner des informations aux citoyens sur la présence ou non de perturbateurs endocriniens. Et puis le dernier point sur lequel ces deux entités sont revenues, c'est sur la mise en place d'un site qui s'appelle le site 1000 premiers jours, qui avait été établi dans le cadre des actions de sensibilisation de la population et dont l'objectif général était d'informer les futurs parents sur l'influence au cours de la grossesse, puis
plus tard, dans les, dans les jours qui vont suivre la naissance de l'enfant, c'était d'informer sur tout type d'environnement qui était susceptible à un moment donné d'être des générateurs ou qui pouvaient entraîner des risques liés à la présence de perturbateurs endocriniens. Donc là, le résultat est plutôt positif puisque la moitié des parents qui ont été sondés connaissaient ce fameux site et avaient pu donc bénéficier d'informations adaptées. Donc, je vous invite à aller regarder toutes ces informations et puis je vous invite aussi à aller regarder une plateforme qui s'appelle Paper, qui est une plateforme publique à l'initiative privée, mais qui a été conçue dès l'ESNPE1 et qui permet justement d'assurer la collaboration entre des partenaires intéressés par le sujet pour mener à bien des études ou abonder avec des données qui sont disponibles. Donc, cette plateforme aussi est complètement libre d'accès et contient une mine d'informations. Donc, cette journée, elle a été riche et dense. Donc là, je vous donne vraiment quelques informations que j'ai trouvées pertinentes. Donc, vous pouvez aller sur le site de la stratégie pour aller un peu plus loin. Et puis aussi, le message à faire passer, c'est que cette stratégie, elle se poursuit. On était là à une étape, mais que des travaux sont encore en cours et vont perdurer sur la période à venir. Voilà sur les perturbateurs endocriniens d'une manière générale, mais qui étaient complètement en lien avec le sujet des bisphénols. Je vais passer la parole à Delphine qui va aller maintenant plus en détail sur bisphénol, matière plastique et analyse et contrôle pour pouvoir justement quantifier leur présence. Merci Colette et bonjour à toutes et à tous. Donc je vais reprendre la suite de la présentation d'aujourd'hui pour refaire une petite synthèse des différents textes européens qui régissent la présence et le contrôle des bisphénols dans les matières plastiques. Donc là, on est sur un focus texte européen. Il y a différentes réglementations, comme l'a annoncé Anne, qui sont plutôt tout secteur industriel et tout type de matériaux. Donc, il y a en l'occurrence la réglementation REACH et la réglementation CLP. Ensuite, on retrouve des règlements sur l'alimentarité, soit pour le plastique, donc le numéro 10 2011, ou alors d'autres qui traitent plutôt sur le vernis et le revêtement, qui est un autre règlement qui s'appelle le 2018-2013. Et on a aussi, par rapport au secteur du jouet, une directive aussi qui régit le seuil réglementaire du BPA dans une matrice, tout type de matériaux, mais dans un secteur du jouet. Et toute cette réglementation vise à contrôler leur utilisation pour des raisons de santé publique et de protection de l'environnement, et aussi de pouvoir communiquer et informer les différents acteurs de la chaîne de la présence de ce type de composés. Alors, pour refaire un focus là-dessus, on sait que les matières plastiques sont présentes dans différents secteurs industriels, de l'agriculture au textile, au bâtiment, à l'alimentaire, à l'électronique, au transport, etc. Et pour chaque matrice polymérique, on prend l'exemple à droite du cas des résines plastiques pour un domaine alimentaire. Même dans un même secteur, on peut retrouver différentes matrices polymériques qui ont des performances ou des caractéristiques différentes. Comment on obtient ces performances ou ces fonctionnalités différentes des différents matériaux plastiques? On joue sur la formulation en intégrant différents composés, donc des plastifiants, des antioxydants, des stabilisateurs de chauffe, des colorants, des lubrifiants, des stabilisateurs UV, etc. Et toute cette formulation, cette recette du plastique permettent d'arriver aux performances souhaitées du plastique en question. Ce qui fait que dans une matière plastique, ou les plastiques en général, on retrouve de nombreuses substances qui sont associées aux matrices plastiques, plus de 13 000 substances qui sont associées à des matières plastiques. Sur ces 13 000 substances, il y en a un grand nombre, plus de 6 000, qui représentent aucun danger pour l'homme ou l'environnement, plus de 7 000
présentent un danger réel, et d'autres, 3200, qui présentent un danger potentiel. Par rapport aux substances qui présentent un danger potentiel, on retrouve différentes familles de chimiques, des anti-UV, des biocides, des phtalates, des retardateurs de flamme, des métaux, pardon, et on retrouve la famille des bisphénols. Comme l'a déjà dit à plusieurs reprises Anne sur l'utilisation du bisphénol, on les retrouve comme soit additifs ou soit comme monomères pour le polycarbonate ou un additif pour le PVC. Donc, je vais pas revenir là-dessus. C'est vrai que c'est un des bisphénols le plus connu, on va dire, mais qui est souvent substitué pour rajouter d'autres bisphénols, parce que comme le bisphénol A est interdit, on le remplace par un autre, mais on sait très bien que si on met du B, du P, du C en bisphénol, on ne diminue pas le risque pour autant. Donc, d'où l'importance de bien comprendre qu'est-ce que la famille bisphénol et comment contrôler tous ces composés. Ici, vous avez un petit slide sur la liste de certains seuils réglementaires associés au bisphénol dans 3 types de réglementation. Tout d'abord, par rapport à la réglementation REACH, donc par rapport à la liste SVHC, 3 bisphénols sont donc classés SVHC, donc substances extrêmement préoccupante au nom de la réglementation REACH, ce qui veut dire que si son seuil dépasse 0,1% en masse dans la matière plastique, vous êtes contraint de déclarer l'article, donc le produit fini, qui contient ce bisphénol à un seuil supérieur à 0,1% dans une base SKIP, qui est une base de l'ECHA, et qui permet de tracer sur le territoire européen tous les articles qui contiennent des substances extrêmement préoccupantes. Donc ça, c'est un premier pardon. C'est un premier secteur où il y a un seuil réglementaire à viser. Après, il y a la directive sur les jouets, où là, c'est pas un seuil de bisphénol qui est dans la matière, mais on parle du BPA en migration. Ça veut dire que dans un contexte de jouet qui peut être mis à la bouche ou qui peut être sucé ou autre chose, on a un seuil de migration qui doit être vérifié pour vérifier que le bisphénol A ne migre pas à plus de 0,04 mg par litre, par exemple, quand on prend un jouet en contact avec un simulant. Et après, on a un troisième secteur qui est le secteur alimentaire, où là, on a 2 bisphénols qui sont autorisés, mais qui présentent une limite de migration spécifique à ne pas dépasser. Donc, on a le BPA et le BPS qui sont concernés par sa réglementation. Pour autant, le bisphénol A, il est interdit dans les matières plastiques en polycarbonate pour les biberons, les gobelets et les bouteilles en polycarbonate qui sont destinées à un usage pour les enfants. Alors, quand on parle de seuil réglementaire, il est important du coup de surveiller et de contrôler ces seuils par des tests laboratoires. Quand on veut faire une analyse de bisphénol en laboratoire, déjà la première grande étape, c'est la préparation de l'échantillon. Donc, il faut bien penser à avoir un échantillonnage qui est représentatif du volume de l'échantillon, de bien penser à éviter les contaminations, parce que le bisphénol A se retrouve, ou d'autres bisphénols se retrouvent dans différentes matières plastiques. Donc, de bien penser qu'on veut doser un bisphénol dans une matière plastique, de ne pas provoquer de contamination par d'autres récipients lors de la préparation. De choisir la méthode de préparation adaptée par rapport à ce qu'on veut faire en termes de quantification ou de qualitatif. Et attention, la phase de préparation représente 50% du résultat, donc ne pas négliger cette phase de préparatoire au dosage pour ne pas entraîner des erreurs, des biais qui peuvent induire un résultat erroné et donc créer un article conforme alors qu'il est non conforme, ou vice-versa. Pour préparer les plastiques dans le but de doser une substance, il y a 2 types de possibilités. On peut déjà faire en phase de solvant, soit en extrait avec un solvant la molécule recherchée, le bisphénol, soit
on dissout complètement la matrice polymérique et après on reprécipite le polymère pour ressortir que les additifs plastiques. Donc c'est 2 types de préparation à base de solvant. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'il faut bien choisir le solvant en adéquation avec la matrice polymérique. Chaque matrice polymérique ne va pas être préparée de la même façon en termes de choix de solvant. Donc c'est des critères à prendre en compte lors de le test laboratoire. On peut faire aussi bien de l'analyse quantitative ou qualitative du bisphénol par ce type de préparation à base de solvant. Et après aussi, on peut faire de la thermodésorption, où là, on va chauffer la matière plastique pour ressortir le bisphénol en question. Alors, on privilégie plutôt cette phase-là qu'on veut faire une recherche qualitative des bisphénols. On pourrait faire de la quantification, mais on va dire que c'est un peu plus compliqué. Donc on privilégie toujours, enfin souvent, la base solvant pour la quantification des bisphénols dans les plastiques que la thermodésorption. Quand on parle du coup de stratégie analytique en lien avec la vérification par exemple d'un seuil de conformité du bisphénol d'un bisphénol dans un plastique, du coup, qu'est-ce qu'on prend en compte? On prend en compte la réglementation, donc le seuil, quel bisphénol est d'intérêt et lequel je recherche, quelle matrice plastique je dois prendre en compte. Du coup, on va choisir la méthode d'extraction et de chromatographie associée à la matrice polymérique et au bisphénol. Alors, les bisphénols sont souvent dosés en chromatographie phase gazeuse ou en phase liquide. Et aussi, on peut se référer à des normes, à des spécifications clients, pardon, ou à des méthodes internes pour doser ces bisphénols si le document est présent ou si on a des guides pratiques ou des lignes directrices par rapport à ce dosage. Et tout ça forme une stratégie analytique qui permet de rendre un résultat de teneur de bisphénol dans les matières plastiques. Et après, comme je disais, on peut faire aussi bien un résultat quantitatif ou après un résultat qualitatif. Pour illustrer un peu ce schéma-là, on va présenter deux études de cas qui sont réalisées à IPC. Le premier concerne le contact alimentaire. Donc, on va suivre la migration spécifique du bisphénol A qui est présent dans un emballage plastique destiné au contact alimentaire. Donc, on sait que le BPA est présent par rapport aux déclarations fournisseurs matières. Du coup, on va réaliser un test de migration en lien avec le règlement 10-2011 qui va définir le type de contact qu'on va réaliser, la durée, le temps, le simulant à choisir selon l'application du produit plastique et de l'aliment. Et ensuite, on va doser le bisphénol A dans le simulant pour vérifier le seuil réglementaire de 0,04 mg par kilo. Et ce résultat nous permet de conclure sur une conformité de l'emballage plastique destiné au food contact par rapport au BPA qui est autorisé mais qui présente une limite de migration spécifique. La deuxième étude de cas présentée concerne la liste SVHE de la réglementation REACH. Donc, 3 bisphénols sont concernés par cette présence dans cette liste SVHE. Pour rappel, le seuil réglementaire est donc inférieur à 0,1. Si le seuil est supérieur, c'est pas que on peut avoir un seuil supérieur à 0,1%, pour autant, ça oblige à faire des déclarations du produit dans la base de SKIP. Donc, on suit ces 3 bisphénols A qui sont présents dans la liste SVHE. On va choisir le solvant par rapport à la matrice polymère. On va extraire le bisphénol, injecter en chromatographie liquide et on va rendre le résultat de dosage en pourcent pour vérifier le seuil réglementaire de 0,1%. Donc, c'est deux études de cas qui montrent un peu le schéma pour contrôler une conformité au niveau laboratoire. Alors, comme je disais aussi, soit on se base sur des méthodes internes et il existe aussi des normes qui régissent un peu le contrôle. Alors là, en l'occurrence, c'est souvent sur le BPA qui permettent de contrôler ou de donner une méthode harmonisée sur le dosage du bisphénol A. Par exemple, sur les normes publiées à l'heure actuelle, il y en a une sur les cartons, une sur l'émigration spécifique du bisphénol A et une autre pour contrôler la qualité de l'eau. On sait aussi qu'il y a des normes qui sont en cours de conception. Donc, il y en a une sur le dosage de bisphénol A dans les plastiques pour les produits électroniques. Donc, ça, elle est en cours de conception. Et il y a une autre norme qui est en enquête publique
alors que l'enquête publique s'est terminée en fin décembre 2023, mais elle n'est pas encore publiée, donc ça ne devrait pas tarder. Il y en a une, du coup, qui concerne les jouets et qui va traiter, du coup, de la migration du BPA dans les jouets. Et donc ça, c'est une norme qui va bientôt être publiée parce qu'elle est en enquête publique, donc je pense que la prochaine étape, c'est la publication. Alors, j'en ai terminé pour la partie analyse laboratoire et contrôle un peu du seuil réglementaire des bisphénols dans les matrices plastiques. Du coup, on va conclure sur ce webinaire et je vais redonner la parole à Anne pour prendre la première partie de la conclusion. Merci à vous. Merci Delphine. Alors pour conclure, ce que vous avez pu entendre, c'est qu'il est indispensable de surveiller l'évolution de la réglementation. Donc c'est la raison pour laquelle le premier point de cette conclusion, c'est et c'est un conseil, c'est la mise en place d'une veille réglementaire sur un petit peu tous les textes que l'on vous a cités cet après-midi. On a parlé de REACH, on a parlé de réglementation sur les matériaux en contact, etc. Eh bien, vous avez à votre disposition pour faire cette veille, vous avez en particulier les sites comme celui de l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, mais vous en avez d'autres qui vous relaient en fait eh bien, les informations réglementaires et leurs évolutions. Alors, il y a l'EFSA, par exemple, pour la partie alimentarité. Donc, vous pouvez utiliser les liens qu'on vous a mis notamment sur ce support, sur le support du webinaire. Vous en retrouverez d'autres complémentaires sur le support du webinaire concernant les phtalates. Donc le premier webinaire substance. Et puis, vous pouvez aussi, et si vous le souhaitez, eh bien, réaliser de la veille réglementaire à partir de notre plateforme de veille Polymédia. À titre d'exemple, pour terminer, puisque ce sont des projets de réglementation qui sont en cours, eh bien, voilà 2 sujets à suivre. Le premier, c'est le projet de règlement de la Commission européenne qui concerne l'interdiction des bisphénols dans les produits en contact alimentaire. Et ce texte vise donc à interdire complètement les bisphénols dans les emballages et produits en contact alimentaire. Et le texte est censé être mis en œuvre, entré en vigueur même d'ici fin 2024. En tout cas, c'est les dernières informations que nous, on a pu recueillir. Et puis un autre exemple de sujet à suivre, c'est la révision du règlement REACH qui a été interrompu depuis la fin d'année 2023, mais qui devrait reprendre. On attend la publication du calendrier. Et le projet de REACH, c'est non plus de fonctionner par substance et de réglementer une substance par une substance, mais de réglementer par famille. Ça veut dire que peut-être à terme, dans le cadre de REACH, eh bien, on aurait une interdiction globale de la famille des bisphénols. Donc, ça serait la même chose pour toutes les autres familles de substances. Voilà pour ma part, donc une indispensable veille réglementaire à faire sur ce sujet des substances chimiques, quelles qu'elles soient, les bisphénols ou les autres. Voilà, à toi Delphine. Merci Anne. Alors je conclue rapidement parce que je n'ai pas vu l'heure, mais ça va être l'heure de terminer. Mais donc comme vous l'avez compris, on a IPC un site à Clermont-Ferrand qui présente un laboratoire d'analyse chimique où on peut faire du contrôle de conformité de matières vierges ou de recyclées, d'évaluer l'innocuité, de faire l'analyse de pollution et de défaillance, et donc de contrôler ces substances réglementées dans les matières plastiques. Attendez, j'ai un problème avec ma slide. Ah voilà. Et du coup, on peut aussi bien caractériser les matières premières que les produits finis. Et alors, on réalise aussi d'autres tests. On n'a pas qu'un laboratoire de chimie analytique à Clermont-Ferrand, mais vu que la thématique, on est sur des substances, on va focaliser sur la partie chimie. Donc, on peut aussi bien analyser les composés liés à la formulation ou aussi liés à la fabrication, à la transformation, à la dégradation de la matière, comme les COV, les produits de process, les métaux lourds, etc. Les NIAS aussi, qui sont les substances qui sont ajoutées de façon non volontaire dans les matières plastiques. On a aussi la possibilité de faire l'analyse des microplastiques avec un laboratoire qui a de nombreux équipements analytiques avec des chromatographies liquides ou gazeuses, de la spectrométrie de masse pour faire l'identification de molécules inconnues.
On a aussi de la SEC qui permet de faire de la distribution de masse moléculaire des plastiques. On a de l'infrarouge et aussi de techniques d'analyse élémentaire comme l'XRF qui permettre de faire le dosage de métaux lourds par exemple, et aussi de l'ECP, masse, et après plein d'autres techniques de préparation classiques, on va dire, pour un laboratoire d'analyse. Alors, j'en ai fini pour la partie conclusion. Je vous remercie de votre attention et vous retrouverez le replay après accessible via une diffusion, je crois, par l'équipe communication. C'est exact, Delphine. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à toutes les trois, Anne, Colette et Delphine, pour ce webinaire. Donc, vous allez recevoir un email d'ici demain avec le lien de la rediffusion. Alors, je vous invite évidemment à partager ce lien avec tous les collaborateurs ou collègues de votre entreprise qui sont concernés par ce sujet-là. Et puis, je vous ai mis également dans le chat, pendant qu'on a encore quelques secondes, le lien pour accéder à la plateforme Polymédia, plateforme de veille d'IPC. Et puis, donc, si vous avez des questions, on a vu qu'on avait eu des questions pendant le webinaire, on va vous y répondre, mais par écrit, parce qu'on est un petit peu voilà, pris par le temps. Donc, si vous n'avez pas posé votre question aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur notre site internet ct-ipc.com dans l'onglet Contact et prendre contact avec nous pour vos questions. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment toutes et tous et je vous dis à très vite pour le prochain webinaire.